a dans les sous-cercles, etc. Et masquer les cercles pour avoir un rôle. Donc prenons un rôle. Je reviens en arrière. Ici, vous avez des activités, par exemple, on va aller voir prendre un rôle dans une des activités qu'on a, qui est l'activité de formation. Donc dans cette activité de formation, il y a plusieurs rôles. Et dans cette activité de formation, il y a un rôle qu'on appelle le rôle lieu. Le rôle lieu est important dans ce qu'on fait. La semaine prochaine, on donne une formation de 4 jours et demi. Cette formation, elle est extrêmement gourmande en superficie. Et donc on va évidemment vous donner ça dans les hôtels. Et tous les hôtels parisiens mais ailleurs sont, on fait sauter leur ratio en termes de nombre de mètres carrés. Ils ont des nombres de mètres carrés dans leur ratio, dans leur business model, dans leur modèle d'affaires. Ils ont des ratios à ne pas dépasser du nombre de personnes par mètre carré. Et nous, avec notre pédagogie qui est extrêmement gourmande, évidemment, on fait sauter tout ça, ça ne lâche pas. Et donc c'est un vrai problème, ce qui veut dire que une des problématiques est propulsion. C'est un vrai cauchemar pour nous, c'est vraiment difficile de trouver des lieux dans lesquels on puisse offrir l'expérience qui est en lien avec la pédagogie qu'on a préparée. Bref, c'est difficile. Puisque c'est difficile, on a besoin de mettre de la conscience. Je vous introduis un rôle. On a besoin de mettre de la conscience, on a besoin de mettre de l'énergie pour pouvoir relever ce défi, ce challenge. Et donc on a besoin d'un contenant. On a besoin d'un contenant pour pouvoir focaliser dans ce contenant et notre conscience et notre énergie à nous les êtres humains. Ça c'est la définition d'un rôle. Et donc on a créé un rôle lieu. Et ce rôle lieu il va être défini par 3 composants. Le premier composant c'est la raison d'être, toujours. À quoi il sert ce rôle? Et la raison d'être c'est exactement la même définition que celle que j'ai donnée tout à l'heure, appliquée à l'ensemble de l'entreprise, puisque comme c'est fractal, la définition de la raison d'être est la même, quel que soit le niveau dans l'hierarchie que vous preniez. Donc la raison d'être, ici, j'en profite pour doubler ce que j'ai dit en expliquant un peu autrement. La raison d'être, en l'occurrence, c'est la finalité. Et là, on a été visé la raison d'être, une logistique parfaite des événements. Pourquoi? Parce que c'est difficile, et le plus difficile, c'est la logistique justement parfaite des événements, qui n'arrivera probablement jamais, mais c'est pas très grave. Mais plus on focalise, plus on s'intonise sur cette raison d'être, plus on a de chance de progresser sur la perfection de la logistique. C'est un peu le Graal du rôle, son enjeu, son principal challenge, défi. Un deuxième élément, un deuxième composant pour définir un rôle, c'est ce qu'on appelle la redevabilité. Une redevabilité, c'est une activité à tenir par ce rôle dans la durée. Rien à voir avec un projet. Vous voyez ici, rechercher, sélectionner et contracter avec les lieux pour les événements. S'il y a 10 événements ou 15 événements dans l'année, vous pouvez imaginer qu'il y a plusieurs projets derrière. Donc ça n'est pas un projet, c'est une activité à tenir. C'est quelque chose sur lequel l'ensemble des autres rôles et l'ensemble de l'organisation doit pouvoir compter. Vous êtes le dépositaire, c'est vous qui surveillez et qui tenez ce rôle pour le compte de l'équipe, pour le compte de l'ensemble de l'organisation. Et un intérêt important à ce concept de redevabilité, c'est que les études montrent, et en particulier je pense à Elliot Jaques, qui a démontré que dans les organisations, la principale source de souffrance, c'est l'implicite. Je fais une minute de silence avec moi-même, tellement j'étais injuste quand j'étais patron à cause de ça. Et donc, puisque c'est l'implicite la plus grande forme de souffrance, autant l'éradiquer tout de suite. Et la façon dont on l'éradique dans la pratique, c'est de décréter une règle qui est que tout ce qui n'est pas explicite n'existe pas. Donc arrête de projeter, tu perds ton temps, mais ça c'est une révolution mentale. Et donc la redevabilité sert à ça. Ne t'attends à rien d'autre d'un autre rôle si ce n'est pas explicite, c'est-à-dire si ce n'est pas décrit de façon explicite sous forme de redevabilité. Et il y a un article dans la Constitution qui écrit ce que je viens de dire. Ne t'attends à rien d'autre que ce qui est explicite. Très souvent, il m'est arrivé, juste pour développer ça, c'est pour ça que je me mettais une minute d'auto-empathie, très souvent, il m'est arrivé, lorsque j'étais patron, de poser des jugements à tel ou à tel, il ne tient pas le job. Et 4 fois sur 5, je me suis trompé. Mais j'en ai pas la conscience. Je pensais qu'il ne faisait pas bien son job et j'étais authentique. Enfin, je pensais que j'étais dans la vérité sincère, mais je me trompais complètement. Je le sais comment parce que ça fait, donc je travaille chez AGI, on fonctionne aussi en holacratie, et ça m'arrive encore de juger les gens. Bienvenue au club des êtres humains, et c'est vrai que je viens de moi. Et quand je juge maintenant, que je pratique holacratie immédiatement, à quasiment un quart de seconde, je me pose la question, attends, avant de juger, va regarder les rôles. Et la personne que tu es en train de critiquer va regarder ce qui est explicite, qui est explicitement attendu de ce rôle. Je regarde,
et boum, je me détends. Ouais, effectivement, quand je me mets les chaussures de l'autre, et maintenant c'est possible, puisque je sais que le contenant est explicite, je vais pouvoir accuser les chaussures de l'autre et me rendre compte que, bah oui, il n'y a aucune raison qu'il pense à ce à quoi je pensais. Et donc du coup, mon énervement, au lieu de le projeter en jugement sur quelqu'un, je le transforme en évolution d'organisation. Bah tiens, il faut peut-être que j'apporte une tension pour faire évoluer ce rôle, pour rendre explicite ce à quoi moi je m'attendais de manière implicite, mais lui, il n'a aucune chance d'entrer là-dedans, sachant que les êtres humains sont tous différents. Bon, vous avez tout ça. Moi, j'ai mis du temps. Donc le deuxième élément, c'est la redevabilité. Et la troisième, donc bien sûr, après, on passe dans le niveau opérationnel. Donc au niveau opérationnel, on va retrouver des projets et des actions. Vous connaissez tout ça. Des projets, des actions, à partir des redevabilités. Et la chose qui est assez fascinante, que j'ai observé en fait, quand on met en place l'holacratie dans les organisations, c'est qu'à partir du moment où, évidemment, on crée des rôles avec une raison d'être, les personnes qui sont affectées dans les rôles, sans que vous fassiez rien, sans aucune pression, sans forcer, les personnes, ça crée une ouverture possible pour les personnes qui sont dans les rôles, même si elles avaient l'habitude de ne pas être des leaders. Il paraît qu'il y a des catégories, il y a des gens qui sont leaders et d'autres qui ne sont pas leaders. Je réfute ça, c'est faux, c'est une illusion. C'est peut-être vrai dans un contexte. Si vous changez le contexte et l'environnement, attendez-vous à autre chose. Les gens ne sont pas la somme des comportements que vous leur envoyez dans l'environnement traditionnel. Les gens, changez l'environnement et risquez d'être surpris. Et comme surprise, attendez-vous à partir du moment où vous ouvrez, mettez une place claire sur les rôles, qui est une raison d'être. Attendez-vous à ce que des personnes, c'est pas obligatoire, que des personnes s'ouvrent et deviennent leaders alors qu'elles sont réputées ne pas l'être avant, tout simplement parce qu'il y a une raison d'être. Et en l'occurrence, le rôle lieu, il est leader de façon proactive, il n'attend pas toujours d'être déclenché pour trouver des lieux. De façon proactive, il fait de la chasse de lieux. Comme c'est difficile, c'est pas idiot, il y a pensé tout seul, personne ne lui a demandé. Et la personne qui était là au début dans le rôle lieu n'était pas forcément réputée pour son leadership. Eh bien, elle a fait de la chasse d'elle-même, simplement parce que l'architecture était là, l'environnement était là, et donc ça a pu pousser naturellement. Et donc elle fait de la chasse de lieu, c'est-à-dire concrètement avec son appareil photo et son laptop, je ne sais pas comment on se débrouille, où il demanderait tout à l'heure ce qu'elle a avec nous ce soir, et eh bien elle voit des potentiels, elle visite des lieux, puis tiens, ça serait bien pour une conférence, ça serait bien pour une formation 4 jours et demi, pour je sais pas quoi, ce qui lui fait une banque de données, etc. Je ne sais pas comment dire ça, c'est ses affaires. Donc pour arriver en fait au dernier élément, donc la partie jaune c'est la partie gouvernance, qu'on appelle la gouvernance, la définition des rôles, c'est la partie jaune que vous voyez ici. Dans cette partie jaune, il y a un troisième élément, je vous ai annoncé 3 composants tout à l'heure, j'en ai énoncé que 2. Le troisième composant, on appelle ça le domaine. Troisième composant du code ADN pour rendre compte de la complexité du corps d'une organisation, de tout type d'organisation. On n'a pas encore vu les limites à ça, depuis qu'on pratique la pratique. Le domaine est aux organisations, pour faire court, ce que le concept de propriété aux humains. De temps en temps, il est utile de spécifier des chasses gardées. Par exemple, on a un rôle qui s'appelle site web, chez nous, là chez AGI. Et au début, le site web, il y a très très longtemps, quand j'ai créé AGI, j'étais tout seul. C'est moi qui ai fait le site web, parce que ça me gavait de répondre toujours à la même chose aux gens. Donc j'ai mis un truc vraiment moche, mais bon, parce que je suis vraiment pas doué, dans lequel il y avait les horaires, comme ça j'envoyais les liens, puis tout le monde était content. Donc j'ai pris l'habitude de jouer avec ça. Et puis on a grandi, à un moment donné, il fallait une charte graphique, il paraît, moi je sais pas, tout ce truc. Donc on a créé une charte graphique, il y avait une identité visuelle, avec des logos, des machins, des trucs, c'est pas moi qui m'en occupais, mais bien longtemps que je dis que c'est pas du tout mon truc. Et à un moment donné, moi je continuais à toucher le site web et ça crée des tensions parce qu'il paraît que j'utilisais pas la bonne police et les bonnes couleurs définies par l'expert graphique, je sais pas, un truc que je comprendrais jamais rien à ce truc-là, ça ne m'intéresse absolument pas. Ça crée une tension. Cette tension apportée par une de mes associées, qui est aussi ici dans la salle, a apporté cette tension en réunion de gouvernance et donc du coup elle a dit non, on est arrivé à un stade de maturité où c'est plus possible de jouer avec ça, il faut que tu arrêtes d'enlever tes mains pleines de doigts là, sur notre site web. Et donc on a ajouté un domaine au niveau du rôle site web, de sorte que le rôle site web régule, contrôle l'accès au site web et empêche des affreux gens comme moi, dans peu importe quel rôle, de toucher dorénavant au site web, parce que ça a un impact trop important sur les vêtements et l'habillage d'AGI au niveau de son marché. Voilà l'exemple du site web. Donc on ne noircit pas les domaines à l'avance, on va juste attendre que la réalité nous dicte les choses. L'ennemi numéro 1 dans la cratie, c'est le mental. En fait, on est subordonné à la réalité. C'est la réalité qui nous éduque. À travers des tensions ressenties comme celles que je viens de dire. Et la partie bleue, c'est le monde opérationnel. Donc, ce qu'il y a de nouveau pour le collaborateur, c'est qu'avant, il était toujours dans le bleu. Maintenant, on lui explique qu'il va toucher au jaune. Puisque, comme c'est celui qui fait, c'est celui qui sait, c'est celui qui gouverne, les limites de ce qu'il fait, ça se passe dans le jaune, ça.
Et évidemment, c'est pas à l'échelle. Le jaune ne représente pas 50% du temps qui passe au boulot. Là, parce que je vois dans la salle des patrons qui vont dire attends, s'ils passent 50% à jouer avec les rôles, on va perdre la productivité. Non, ça représente, pour vous donner une idée, ça représente peut-être 2 heures tous les mois et demi de réunion pour traiter ça. Donc je reviens à mon rôle-lieu. Là, il se trouve qu'il y avait un domaine, j'ai pris un autre exemple, mais c'est pas très grave. Donc Perrine est affectée au rôle-lieu. Mais Perrine, elle est affectée à plusieurs rôles. Pas seulement au rôle-lieu, elle est affectée à plusieurs rôles dans plusieurs cercles. Donc Perrine, en tant que collaborateur, et c'est vrai pour n'importe lequel des associés chez AGI, et c'est vrai dans toute entreprise dans la Lacratie, chaque collaborateur va gérer un portefeuille de rôles. Et ces rôles ne sont pas nécessairement dans le même cercle. Ou même si par hasard, au moment où vous avez mis en place la Lacratie, vous étiez dans le même cercle, la restructuration, ça se restructure tellement rapidement que même si au départ les rôles étaient tous dans le même cercle, il n'y a pas de restructuration qui peuvent arriver, de façon naturelle provoquée par la réalité, les tensions ressenties par les personnes, qui font qu'au bout d'un certain temps, la probabilité que tous les rôles soient dans le même cercle est égale à 0. Et puis en plus, la deuxième raison, c'est qu'en fait, Perrine, elle s'est posé la question, mais c'est quoi mes talents? Et donc, est-ce que dans mon portefeuille de rôles actuel, sur les 5 rôles, les 10 rôles que je crois qu'on a 20, combien de temps? C'est pas assez gros. 10 minutes. Ok, ça va faire. Ouais, merci, voilà, les lunettes sont pas assez grosses. Les lunettes pour voir de près, pour le voir de près. Et donc, du coup, enfin bref, donc Perrine a un portefeuille de rôle, elle a découvert qu'elle a creusé ses talents, etc. C'est ce que j'ai dit. Elle s'est dit, bah, tiens, ce rôle-là commence à me gaver, ça fait 3 ans que je le fais, j'ai fait le tour. Celui-là que j'ai pas, je voudrais l'avoir. Donc en fait, elle devient actrice de sa propre progression. Non plus, vous savez, un truc vertical, il n'y en a plus. Il faut gérer la frustration pour ceux qui étaient cités comme moi par Jean Machala. Et plutôt entrer vers quelque chose qui est d'augmenter, de suivre en fait mes passions dans mes rôles et de gérer un portefeuille, faire évoluer un portefeuille de rôle de manière à ce que j'ai une chance d'actualiser de plus en plus l'ensemble des rôles dont je suis doté. Et chaque être humain est doté de beaucoup de rôles. Donc si je fais une récap sur la structure, finalement quand vous touchez un rôle, ce contenant, vous regardez d'abord s'il y a une raison d'être. Cette raison d'être, elle vous indique, elle vous donne une délégation explicite d'autorité pour faire tout ce que vous jugez utile à votre âme et conscience en termes d'action et de projet pour manifester la dite raison d'être. Vous êtes un entrepreneur au service d'une start-up dont la raison d'être est celle du rôle. Vous regardez s'il y a un domaine. S'il y a un domaine, ça vous dit ce que les autres ne peuvent pas faire sans passer par vous, puisque vous êtes chargé pour le compte de l'organisation de réguler, de contrôler ce bout de propriété, le site web ou les contrats avec les deuxième chose qui n'a rien à voir avec le premier, c'est pas aligné. Vous regardez le troisième. Le troisième, c'est est-ce qu'il y a des redevabilités dans mon rôle? Les redevabilités, ça vous donne à la fois autorité explicite pour, en votre âme et conscience, etc., sur les mettre en place, enfin, déclencher des actions, des projets pour manifester, pour mettre en œuvre cette redevabilité. Ça vous donne aussi un attendu, une attente sur laquelle l'ensemble des autres rôles de l'organisation peuvent s'appuyer et compter sur vous pour que vous puissiez énergétiser cette redevabilité. Et bien sûr, c'est donc différent des deux précédents, et puisque les trois sont différents et ne sont pas alignés, ça crée un espace en 3 dimensions. Et dans cet espace en 3 dimensions, vous qui êtes affecté au rôle, vous avez l'autorité suprême. Et donc vous êtes chef de vous-même dans le rôle. Donc quand on est dans la classique, quand on dit qu'il n'y a pas de chef, c'est faux. En fait, tout le monde est chef de soi-même dans les rôles, c'est-à-dire que chacun, et tout le monde utilise la même langue. Ce qui est difficile, c'est d'apprendre la langue, mais une fois qu'on a appris la langue, l'usage est extrêmement simple. Chacun est l'autorité, connaît exactement de façon exacte ses autorités, ses limites d'autorité, et ça c'est vrai pour tout le monde. Tout ça nécessite, bien sûr, voilà, donc j'ai une belle diapo animée là. Donc tout ça, une deuxième récap, vous êtes gâtés ce soir. Donc des rôles qui se rencontrent, ils se racontent des histoires de rôles, ils entrent en relation, et bien sûr donc des êtres humains qui sont affectés au rôle, et nous permettent de passer d'un système pyramidal, mais c'est pas bon, vous vous rappelez, j'ai pas trouvé encore la figure, il faudrait mettre un truc un peu sans forme, de la tradition fait loi à un système d'autorité distribué et différencié. Ça, je ne suis pas mes rôles, les rôles sont les organes d'une personne morale qui s'appelle l'organisation. Je ne suis pas les organes de l'organisation. Voilà, pour ça, on a besoin d'un logiciel pour rendre compte de ça, accessible. On a la chance, d'ailleurs, c'est probablement très difficile de mettre en place Holacracy si on n'était pas aussi numérisé aujourd'hui. Donc il y a un logiciel accessible 24/24 par tous les collaborateurs. Donc il y a plusieurs logiciels, là je vous présente Glassrog, il y en a un autre qui s'appelle Holaspirit, et puis il y en a probablement d'autres que je ne connais pas. Et vous avez absolument besoin d'un logiciel pour pouvoir jouer avec Holacracy, qui donne la transparence à tout le monde sur la structure de l'organisation. J'arrive aux dernière perspective, pour limiter les questions.
c'est le pilotage dynamique, c'est là où est l'agilité de l'entreprise. Les humains sont, je ne veux pas les réduire à ça, mais les humains sont des capteurs extraordinaires. Un être humain qui rentre dans une entreprise le lundi matin, non seulement il a encore toutes les tensions qu'il ressentit personnelles avec son conjoint, sa conjointe, son banquier, son mal de dos, etc. Et en plus, sans qu'il le sache ou non, il va ressentir, merci, et en plus, qu'il le sache ou non, il va ressentir des tensions qui ne lui appartiennent pas, qui sont des tensions de l'organisation pour laquelle il travaille, puisque l'organisation est un être vivant, elle évolue, ça passe à coup de tension, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc ces tensions sont canalisées par les personnes. Et ça coûte cher de ne pas le savoir. Et donc l'idée, c'est de créer un moteur à énergie libre. L'énergie libre étant fournie par l'ensemble des tensions, et ça c'est sans fin, c'est infini. Il y a des dirigeants qui me disent, mais comment on fait pour arrêter ou supprimer les tensions dans les organisations? Ben, je dis, tu déposes le bilan, ou tu vas au cimetière, tu fais quelque chose de ce genre-là, parce que la vie et tension, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est comment tu gères les tensions, à la fois pour libérer les personnes qui ressentent les tensions, et en même temps pour propulser, pour faire évoluer, pour faire avancer l'organisation. Si la tension existe, elle a un sens, et le sens de cette tension, c'est l'évolution de l'organisation. J'ai appris ça quand j'étais médiateur, et en fait, la difficulté, c'est que dans la plupart des organisations, la direction n'a soit pas la conscience de ce que je viens de dire, soit pas les outils pour le faire. Donc là, on amène les outils. Ceux qui ont la confiance peuvent utiliser les outils. Donc la définition du mot tension, qui est en général connoté négativement chez la plupart des individus, je ne sais pas pour vous ce soir, mais probablement qu'il y en a beaucoup qui sentent que c'est un mot négatif. En fait, on a quand même pris ce mot pour la définition parce que d'abord étymologiquement, il n'est pas connoté négativement, c'est neutre. Et puis en plus, quand on accompagne les clients, au bout de quelques mois, quelques semaines, quelques mois, le mot tension qui était connoté négativement, une fois qu'on sait faire avec, il devient comme par hasard plus connoté négativement. Ça devient un peu plus subtil que ça. Donc une tension, c'est un écart entre ce que je ressens, ce que je vois dans la réalité, et puis un potentiel que je ressens. Il y a quelque chose qui aspire à être, qui n'est pas là. Alors évidemment, dans cette catégorie, vous allez retrouver tous les problèmes, tous les dysfonctionnements. Genre un client qui n'est pas satisfait, c'est évidemment une tension, enfin on espère, sinon il y a quand même un problème. Donc un client pas satisfait, c'est une tension. Mais une opportunité aussi rentre dans la catégorie de tension, parce qu'une opportunité, par exemple, un prospect qui pourrait se transformer en client à condition de signer un contrat, et vous êtes en compétition avec d'autres sociétés, je ne sais quoi, eh bien c'est une tension, il y a un écart entre la réalité, vous avez un prospect qui est dans l'écran radar, mais vous n'avez pas encore signé, qui est un potentiel, il y a donc un écart. La tension s'attache à recueillir cette énergie libre, elle ne dit rien sur la façon dont l'être humain ressent cette tension. Vous pourriez très bien ressentir une insatisfaction client, comme ça m'est arrivé, et ne pas le vivre négativement, pas frustré, parce que vous savez, en tout cas dans ce cas-là, je savais que c'était une opportunité à prendre, même si je ne sais pas pourquoi. Donc moi, je l'ai bien vécu. Moi, 2 ans plus tôt, une autre personne aurait pu le vivre avec de la frustration. Donc ça, c'est l'interprétation personnelle, ça dépend des personnes. C'est autre chose. La tension, là, on s'attache à la tension d'un point de vue organisationnel et neutre. C'est un écart, et donc c'est une énergie qui est portée par l'être humain. Et donc l'idée, en fait, en holacratie, c'est... Enfin, c'est pas l'idée. Vous voyez l'holacratie comme un moteur à énergie libre pour propulser l'organisation à partir de toutes les tensions ressenties par tous les collaborateurs de l'organisation. En évolution qui fasse sens, sous réserve que tout ça soit aligné, bien sûr, avec la raison d'être. À condition, l'outil permet, évidemment, l'autre enjeu, c'est que l'ensemble des humains qui fonctionnent dans l'organisation sont en part. Il y a 2 sujets en même temps. Donc voilà le but, ce que je viens de dire. Donc toute tension ressentie par qui que ce soit dans l'entreprise, dans l'organisation, peut être transformée de façon rapide et fiable. C'est là toute la puissance du processus en évolution d'organisation qui fasse sens. Bien sûr, dans la mesure où tout ça est pertinent par rapport à la raison d'être, et rappelez-vous, on a un outil avec l'holacratie qui est d'une puissance extraordinaire pour aligner, et s'il y a des questions là-dessus, je peux montrer des choses, qui est aligné sur la raison d'être. Donc tout ce qui est de l'énergie